Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Donc moi, je suis Bastien Bat, je suis le directeur général de Born Research Service. Born Research Service, c'est un opérateur de recherche spécialisé sur l'habitat collectif. Ce qui est mon parcours, je suis dans la mobilité électrique depuis une petite dizaine d'années avec des rôles chez un constructeur Nissan, pour ne pas le nommer, et un énergéticien allemand qui s'appelle Ion, avant d'être dans l'aventure de Born Research Service sur la recharge en habitat collectif. Parce que finalement, la plupart de la recharge aujourd'hui, Bastien, se fait dans le logement. Oui, la situation sur la recharge, donc on parle beaucoup dans les médias de la recharge en itinérance longue distance. La réalité d'hier, d'aujourd'hui, de demain, en France comme dans d'autres pays en Europe, c'est que la majorité des actes de recharge, donc les pourcentages varient entre 80 et 90%, sont réalisés dans deux lieux, chez soi et sur le parking de son entreprise. Donc le sujet de la recharge à domicile est assez primordial. On l'a évoqué un peu tout à l'heure, mais concrètement, en France, 40%, 40% de la population est en habitat collectif. Il y a, grosso modo, les chiffres varient, dans l'habitat collectif, 7 millions de places de parking qui sont pour moitié couvertes et pour moitié en parking extérieur. Je reviens 2 secondes sur qui nous sommes. Nous sommes Born Recharge Service, donc on est un installateur, un opérateur de bornes de recharge dans l'habitat collectif. Nous sommes membres de l'AVER, comme Bernard nous l'a gentiment souligné. Nous sommes aussi membres de l'AFOR, qui est une association complémentaire à l'AVER qui porte la voix des opérateurs de recharge qui interviennent dans l'habitat collectif. Nous travaillons dans l'habitat collectif au sens large, c'est-à-dire avec les copropriétés, mais aussi avec les bailleurs. Et nous avons la chance d'être le concessionnaire d'un bailleur qui s'appelle CDC Habitat, qui est un des plus gros bailleurs en France. Donc pour revenir dans le thème d'aujourd'hui, pour revenir sur la réglementation et les financements, on s'est dit un certain nombre de termes là, déjà depuis le début de cette conférence sur partie privative, partie collective, IRVE, borne. Je voulais commencer par remettre un peu de définition, en tout cas ce qui nous semble être une partie de définition. En habitat collectif, donc il faut séparer les équipements en deux catégories. Ce qui relève du choix de chaque résident, donc sa partie privative, sa partie secondaire. Donc c'est ce qu'on voit là, côté, dans le cadre bleu. C'est concrètement la borne qui est installée sur sa place de parking, son câble d'alimentation et un disjoncteur qui, lui, va se connecter sur un tableau électrique. Et la partie collective, elle, est constituée, pour démystifier de quoi on parle, on parle d'un ou de plusieurs points de livraison d'énergie, de compteur Linky, pour être trivial, de chemins de câbles, de fourreaux, de câbles en cuivre et de tableaux électriques qui permettent de mettre chaque place de parking à une certaine distance pour rendre possible l'installation d'une borne par chacun des résidents quand il est prêt à sauter le pas. Une fois qu'on a posé ce contexte, la question qui revient souvent, c'est comment on organise ce projet, comment on l'imagine, puisque au sein de l'habitat collectif, notamment en copropriété, il est très fréquent d'avoir 3 parties prenantes dans ce processus. L'utilisateur, le conseil syndical et le syndic de copropriété. Et chacun de ces 3 intervenants a des enjeux qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Et notre métier à nous, opérateurs, c'est de les aligner et de les accompagner. Donc, je dirais que les questions récurrentes sont celles qui sont un petit peu posées ici. C'est est-ce qu'on s'en tient à la demande individuelle de ce résident, puisque le niveau de maturité au sein du site fait qu'on n'est pas encore prêt à considérer un équipement collectif. Si on est prêt à avoir cet équipement collectif parce qu'on estime que la demande est là au sein des résidents ou qu'elle viendra, se pose donc la question de qui porte l'investissement dans cet équipement collectif et de qui le paye in fine. Mathilde l'a un petit peu dit, soit c'est le copropriétaire sur ses charges de copropriété,
Donc, ça veut dire qu'il le paye, qu'il soit utilisateur ou non après coup du service, ou sur les utilisateurs. Ce que je voulais aussi que vous reteniez, c'est qu'il y a, dans tous les cas de figure, des solutions qui sont portées par les opérateurs, tant pour répondre à un droit à la prise d'un utilisateur que pour mettre une solution collective qui permet demain à chacun des résidents actuels et futurs, parce qu'il y a des résidents futurs qui ne sont pas encore arrivés, qui pourront vouloir un service de recharge, de pouvoir se recharger au sein de leur domicile. Donc après, quelle est la meilleure solution? Ça dépend aussi, encore une fois, de la volonté des parties prenantes du site et puis de la configuration du site. Pour revenir dans le cœur du thème, à savoir la réglementation et le financement, donc je vais essayer de ne pas paraphraser et de ne pas rajouter d'erreurs sur ce qu'a très bien dit Mathilde. Il y a une réglementation en fait, qui s'est construite en France par étapes. Je dirais que sur cette partie de la réglementation, la France a plutôt été à la pointe en Europe. On est parmi les premiers pays à avoir introduit une réglementation. Et elle s'est construite aussi progressivement avec le développement et la structuration de l'écosystème autour des véhicules électriques. Donc le premier point d'entrée était en 2011 dans le Code de la construction et l'habitat. Et depuis 2011, je me suis amusé à recenser tout ce qui s'était passé d'un point de vue législatif et réglementaire. Et donc j'ai compté 2 grandes lois, donc la loi climat-énergie, la loi L'Homme. Et à date, 14 décrets arrêtés qui sont déjà passés au journal officiel pour encadrer et structurer tout ce qui est relatif à la recharge en habitat collectif. Et donc, il y en a encore un certain nombre d'arrêtés de décrets qui sont à venir, certains plus près de leur publication que d'autres. J'ai essayé de vous résumer ici en fait un peu les grandes masses. Donc, il y a des choses qui couvrent la partie privative secondaire, là, donc la borne privative, et ce qui relève de la partie collective. La dualité, c'est qu'effectivement, il y a à la fois des bouts de réglementation dans le code de la construction et de l'habitat et d'autres dans le code de l'énergie. Ça peut créer pas mal d'incompréhension de quel est le bon texte, de qu'est-ce qui s'applique. Et effectivement, ça rejoint les cas que tu évoquais, où les parties prenantes peuvent des fois être pas forcément bien au fait de ce qu'ils doivent suivre et appliquer. Donc, notre métier est aussi de nous les accompagner sur la compréhension de tous ces textes. Et effectivement, le but premier d'avoir une convention pour le prestataire sélectionné par un résident pour installer sa borne, c'est de rendre légitime sa présence dans le parking en tant que fournisseur d'un des résidents. Et donc, je ne suis pas juste une entreprise qui est rentrée là parce que la porte était ouverte. Donc la réglementation est déjà pas mal développée, mais de mon point de vue, du point de vue de borne recharge service, il y a encore un certain nombre de choses qui restent à traiter, et je voulais en souligner un qu'on appelle dans le jargon l'interopérabilité. Alors, il ne faut pas l'entendre exactement comme l'interopérabilité dans le contexte de la recharge publique. Ici, on parle de la capacité de chacun des résidents à choisir sa solution privative, son installateur et son opérateur de ce qui est sa partie privée, donc à savoir sa borne, son câble d'ALIM et son disjoncteur jusqu'au tableau électrique. Aujourd'hui, cette interopérabilité n'est pas présente dans les textes de loi. On essaie de la traiter différemment à travers des éléments de cahier des charges pour notamment obtenir des financements, mais stricto sensu, et je parle sous le contrôle, ce n'est pas aggravé dans les lois. Et ce point, il est important parce que pour les trois personnes qui sont impliquées dans le choix de l'établissement de solutions de recharge, donc l'utilisateur, le président du conseil syndical et son syndic, il y a une multitude d'offres qui existent et toutes n'ont pas exactement les mêmes articulations sur ce point très précis.
certains schémas, qui soient portés par des GRD ou par des opérateurs, prévoient une exclusivité, et l'exclusivité peut être de 2 titres. Si vous voulez raccorder à l'équipement collectif que moi j'ai déployé, vous devez passer par moi pour la solution privative. Ou une variante qui est de dire, à partir du moment où moi j'ai mis une infrastructure collective, je ne vous autorise pas, vous, le copropriété, à en mettre une seconde si vous n'êtes pas satisfait de mes services. Donc ça, c'est vraiment un point de vigilance de la discrimination de cette interopérabilité dans les différentes propositions qui pourront circuler dans vos mains. Ce que ça dit ici aussi, ce qui n'est pas encore forcément traduit encore dans les textes de loi, c'est que le métier de la recharge en habitat collectif, ce n'est plus un métier, c'est des métiers, celui d'installateur et d'opérateur de livre, celui d'installateur et d'opérateur de la borne, et celui d'opérateur de l'équipement collectif. Donc ça, c'est des choses qui se structurent aussi actuellement. Sur la partie financement, la première chose que je voulais souligner, c'est qu'il n'y a pas de solution gratuite. Il n'y a pas de repas gratuit, il y a forcément quelqu'un qui paye. Et in fine, celui qui paye, c'est soit le copropriétaire à travers un choix dans ses charges, enfin un vote puis un choix d'affecter ses travaux aux charges, soit l'utilisateur. Donc en fait, il n'y a pas de mauvaise méthode, hein. Il y a un panel large, et ce qui me semble important, c'est de comprendre les avantages et les inconvénients de chacune de ces solutions. J'ai essayé de les regrouper en 3 familles. Alors ce choix pourrait être un petit peu challengé, on pourrait dire qu'il y a un peu plus de granularité, mais j'ai essayé d'être synthétique. Soit l'infrastructure collective est payée par la copropriété, donc il n'y a pas de limite au projet qu'il est possible de faire. Donc là, encore une fois, la conséquence directe, c'est que la mise en place de l'équipement est financée par chacun des copropriétaires qui l'utilisent ou pas une borne. C'est plutôt une solution qui n'est pas celle qui est déployée massivement actuellement, mais ça reste néanmoins un choix qui est fait par un certain nombre de copropriétés, notamment les petites, celles où les gens se connaissent tous et bien, où là, ils ont plutôt tendance à vouloir dire, OK, on peut être propriétaire de cet équipement. Sur les solutions de portage financier, donc là, l'opérateur ou son financeur porte investissement et demande à une contribution à chaque utilisateur. Il y a 2 grandes familles. Soit ce portage est assuré par un organisme tel que Logivolt, hein. Il y en a d'autres, pas que lui. Donc Logivolt étant un mécanisme de la Banque des Territoires pour préfinancer les IRVE. L'avantage de cette solution, c'est que la copropriété n'a pas à porter l'investissement. Ça limite, encore une fois, c'est un peu subjectif, hein, c'est qu'elle est faite pour déployer de la puissance qui va jusqu'à 20-30% des places, que toute l'infrastructure doit être déployée en une fois et qu'on ne peut pas y revenir après. Et donc finalement, on demande aux 20% des premiers utilisateurs de payer pour tous ceux à venir. Donc, on a de temps en temps un certain nombre de copropriétés qui nous disent moi, je vais attendre d'être le 21e % puisque je n'aurai pas à supporter les coûts. Et enfin, l'autre possibilité de portage de ce financement, c'est par l'opérateur, qui, lui, a en général une philosophie de déploiement de cette infrastructure collective progressivement. Donc l'idée, c'est, pour être schématique, c'est pourquoi déployer tout de suite 100 kW alors que peut-être en jour 1, 30, 40 suffisent. Faisons-le au fil de l'eau en suivant le besoin sur ce site. La puissance suit donc le développement de la mobilité électrique dans le parking. Et puis là, ce qui contribue, c'est évidemment les utilisateurs, mais tous payent la même chose tout le temps. Je ne reviens pas sur les aides. Bernard les a très bien présentées. Aujourd'hui, sur l'habitat collectif, c'est une double prime, je dirais, individuelle, jusqu'à 960 €
pour le point de charge privatif, et puis un financement jusqu'à 50% pour l'IRV par le C2E à devenir. Je vous remercie. Oui, merci Bastien là, pour cette présentation. Finalement, on peut avoir des personnes qui ont fait valoir leur droit à la prise, et puis ensuite une copropriété qui décide de s'installer avec un différent dispositif. Donc, bon, donc ça ne doit pas être simple quand on est installateur et qu'on arrive. Alors, je parle à tous les deux là, il y a des questions juridiques qui se posent, des questions d'installation aussi. J'ai compris aussi qu'il y avait des fois des bornes qui avaient plusieurs années. Finalement, comment on gère ces cas-là? Est-ce que ça se présente souvent ou pas souvent? On a un vrai rôle de conseil et d'accompagnement sur la mise en place du service. Nous, opérateurs, on arrive aussi en fait en bout de chaîne, et on doit faire la pédagogie, les explications qui n'ont pas forcément été faites avant. Donc, notamment expliquer que non, avoir une borne de 50 kW chez soi, c'est pas approprié. Donc, on prend vraiment aussi par la main, si je puis dire, nos clients, nos prospects, pour démystifier justement tous les questions qui n'ont pas forcément été traitées en amont de l'arrivée des véhicules. Et après, sur la question que vous posez, c'est finalement celle de l'évolutivité du service. On est créé depuis 2012, donc on a un certain nombre de cas où on a une borne déployée sous le régime du droit à la prise en 2012 ou en 2013. Et puis le, le temps a fait son œuvre, et la petite graine a germé, et la copro souhaite faire évoluer l'installation. Et là, soit elle anticipe tout de suite, soit elle dit je vais attendre d'atteindre les limites de mon installation électrique. Et les limites peuvent être de deux ordres, soit il n'y a pas suffisamment de puissance, soit il n'y a pas suffisamment de place dans un tableau électrique. Et là, on l'accompagne pour gérer la transition. On dit OK, on avait un certain nombre de droits à la prise finalement. Maintenant, on va mettre en place l'infrastructure collective, et puis on fera en sorte de rassembler tout ce petit monde sur cette infra collective pour vraiment séparer ce qui est la recharge des autres consommateurs électriques classiques d'un parking, lumière, porte, etc.